Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Michel Festivi. Bonjour monsieur. Bonjour. Michel Festivi, vous êtes avocat honoraire, ancien bâtonnier de l'ordre et vous publiez chez Du Alpha cet ouvrage « La désinformation autour du PCF, le Parti communiste français ». Alors, pourquoi un ouvrage aujourd'hui, Michel Festivi, sur le Parti communiste? Rappelons qu'il n'a fait que 2,5% lors des dernières européennes. Le PCF est encore un danger à vos yeux? Complètement. Alors, le score électoral du PCF n'est pas inhabituel, puisque ça fait des années que le Parti communiste français, électoralement parlant, est en chute libre. Mais les idées que développe le Parti communiste, ou les idées communistes, sont en France très importantes. Et on l'a vu lors de ces dernières élections législatives, puisque vous avez des hommes de droite, et non des moindres, Édouard Philippe, Gérard Larcher, Xavier Bertrand et bien d'autres qui ont appelé à voter pour des communistes ou pour des LFistes, qui revient au même, puisqu'ils ont la même idéologie trotskiste ou communiste, au deuxième tour de ces élections législatives. Donc la puissance des idées du Parti communiste est toujours très importante. Et vous avez un historien comme Marc Lazare qui a écrit un ouvrage en 2002 qui s'appelle Le Parti communiste français, une passion française, qui a écrit d'autres articles d'ailleurs après dans les années 2000-2010 sur ce thème en disant les braises sont toujours chaudes. Voilà. Et à propos de braises toujours chaudes, en préparant cette émission, vous me disiez que lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, vous aviez vu une référence à l'idéologie communiste. Où est-ce que vous avez vu ça? On a été complètement ahuris, puisqu'on a vu une pauvre Marie-Antoinette tenir dans ses bras sa tête. Alors, c'est la Révolution française, c'est couper les têtes, et Lénine encensait la Révolution française, encensait la terreur, il était tout à fait important, il soulignait en permanence l'importance de la terreur dans la Révolution française, et si en France, le communisme est une idée aussi prégnante et aussi importante, ça vient de la Révolution française. Alors, dans votre travail sur le PCF, vous faites une distinction entre le devoir de mémoire, dont on nous rebat les oreilles quasiment quotidiennement sur les médias de masse, et devoir d'histoire. Le devoir d'histoire, quelle différence faites-vous entre les deux notions? Elles sont complètement différentes. Alain de Benoît et Stéphane Courtois l'ont écrit et l'ont dit à plusieurs reprises dans des livres ou dans des articles. La mémoire, si vous voulez, c'est pour les gens ordinaires, entre guillemets, mais le devoir de l'histoire, c'est de dire la vérité. Et d'avoir le droit de le dire. Et d'avoir le droit de le dire. Surtout. Et c'est notamment, je pense tout de suite à Marc Bloch, qui disait que le mensonge est la pire des lèpres, ou Albert Mathiès, qui disait également que l'histoire ne doit pas être l'humble servante de la politique. Et si vous me le permettez, ça tombe parfaitement, puisque je lisais Éléments en venant ici au Kremlin-Bicêtre. Le magazine qu'a créé Alain de Benoît. Alain de Benoît, et l'éditorial d'Alain de Benoît, le dernier, là, celui du mois d'août et de septembre. Si l'on ignore le passé, on ne peut pas apprécier la valeur du moment historique que nous vivons, puisqu'un tel jugement, une telle appréciation exige une comparaison. Or, la comparaison ouvre les yeux, le regard sur les grandes œuvres du passé permet de mesurer à la fois l'ampleur de ce que nous avons perdu et la bassesse du niveau auquel nous sommes tombés. Rendre cette comparaison impossible est l'une des raisons d'agir des effaceurs de mémoire. Et les effaceurs de mémoire... La table rase. Faire table rase du passé, exactement, c'est tout le système communiste depuis 1917, et même avant peut-être. Au moment de la Révolution française, pareil, on essayait de faire table rase du passé, en inventant les semaines de 10 jours, voilà. Tout au long de votre ouvrage, Michel Festivi, dites-moi. Ce que je veux souligner, c'est que c'est un ouvrage d'histoire, bien sûr, puisque je raconte, entre guillemets, je fais une synthèse sur toute l'histoire des mensonges et des trahisons et des manipulations du Parti communiste français, mais dans chaque chapitre, je mets à chaque fois en lien avec l'histoire actuelle du Parti communiste français, en citant Fabien Roussel, en citant Jean-Luc Mélenchon, que je considère comme un communiste comme les autres, et en citant les sites du Parti communiste, ce qu'il dit sur chaque chapitre que je traite. Alors, tout au long, je le disais, de votre ouvrage, Michel Festivi, vous mettez le F de PCF à chaque fois entre guillemets. Expliquez-nous pourquoi. Déjà,
lorsque le Parti communiste a été créé lors du Congrès français, a été créé lors du Congrès de Tours en la fin de l'année 1920, il s'appelait en fait la section française de l'Internationale communiste. En fait, le Parti communiste entre guillemets français, comme tous les partis communistes, dépendait de l'Internationale communiste, de la troisième internationale, et n'étaient que des rouages de cette internationale. Et ils n'ont dépendu politiquement, économiquement, financièrement aussi, que de l'Internationale communiste de Moscou. Donc ça n'a jamais été... C'est toujours un parti qui a trahi la France et qui a lutté contre les intérêts français, notamment pendant la dernière guerre mondiale, avec le pacte germano-soviétique, avec le sabotage de la défense nationale pendant la drôle de guerre, avec ensuite ces tentatives de faire reparaître l'humanité en pactisant avec les nazis. Ils ont trahi la France. Les communistes ont pactisé avec les nazis. Complètement, ils ont pactisé avec les nazis entre 1940, au moment de l'occupation française, jusqu'à l'attaque de l'URSS, par l'opération Barbarossa. Exactement, ils ont pactisé avec les nazis et ils ont trahi la France. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne était alliée avec l'URSS et en aidant l'URSS, en aidant le pacte germano-soviétique, on trahissait la France, puisque après l'armistice, puisque l'armistice, faut pas l'oublier, c'est pas la paix, c'est une suspension des combats. Il y avait 1 500 000 prisonniers français, il y avait eu 60 000 Français qui étaient morts au combat en mai-juin 40. On était ruinés par l'Allemagne qui nous imposait un taux de change considérable et qui nous prélevait plus de 350 millions de francs de l'époque par jour pendant l'occupation, même c'est passé à 400 après l'occupation de la zone libre. Et donc pendant toute cette période, les communistes français ont trahi les intérêts de la France, ils n'ont jamais résisté, ils ont appelé à pactiser avec les nazis et ils combattaient les Anglais. Et il combattait la France libre à Londres en 1940. Et quels étaient les propos exactement de ces communistes de l'époque vis-à-vis du Troisième Reich ? Que disaient-ils exactement ? Non mais... il soutenait complètement la politique. Staline. Non, mais est-ce que vous avez des propos, des personnes je les cite dans mon livre. Si vous voulez, l'humanité clandestine qui n'a pas pu reparaître légalement pour des raisons que j'explique en détail dans mon livre, l'humanité clandestine n'a jamais dit un mot contre les Allemands. Elle demandait à pactiser avec les nazis, à pactiser avec le soldat allemand. Elle demandait un accord entre la France et l'URSS, alors que l'URSS était allié de l'Allemagne, ce qui revenait à être allié avec l'Allemagne. Alors, je vous cite, vous dites, depuis sa création en 1920, l'histoire du PCF n'est qu'une suite ininterrompue de trahisons, de falsifications, de coups fourrés, de mise en scène frauduleuse. En fait, quelle place le mensonge occupe-t-il dans l'avènement et dans l'évolution du Parti communiste français ? Alors, ce que vous citez d'abord, c'est mon sous-titre. Parce qu'au début, je voulais appeler mon livre comme ça, Construction de mensonges, manipulation, etc. Puis mon éditeur a trouvé que c'était trop long, donc on a mis la désinformation autour du Parti communiste français. Mais c'est mon sous-titre. Mais le mensonge est consubstantiel au communisme. Lénine, dès 1917, dans ses écrits de 1917, en 1920, fait l'apologie du mensonge. Et il va dire que le mensonge est nécessaire. Et donc, les communistes français, qui suivaient bien sûr les préceptes léninistes, ont menti depuis le début. Ils ont menti. Alors, les gros mensonges du communisme, c'est de faire croire au public, de faire croire au commun des mortels que, par exemple, le Parti communiste français a été le parti de la résistance. Or, c'est tout à fait faux. Il a pactisé avec les nazis, je l'ai dit, depuis 1939, depuis le pacte germano-soviétique jusqu'à l'attaque allemande en juin 1941. Mais même après l'attaque allemande, en fait, s'il est devenu résistant, c'est pas pour libérer la France, mais c'est pour amener en France la liberté de l'Union soviétique, comme le disait un historien espagnol que je cite, Luis Piomoa, que j'ai rencontré d'ailleurs, que je connais, et qui a écrit cette phrase en parlant des brigades internationales qui allaient porter la liberté de l'Union soviétique et non pas la liberté pour la France. Alors, outre l'utilisation du mensonge, quelles étaient les autres méthodes que le Parti communiste de l'Union soviétique a mis en place pour lancer sa révolution, pour enrégimenter les masses ? Bien, d'abord le totalitarisme, la terreur. La violence terroriste. Dès 1917, les goulags, les camps de concentration qui vont s'appeler goulags à partir de 1930,
sont créées. La Tchéka est créée en décembre 1900. La police politique, la Tchéka est créée en décembre 1917. Et très vite, je cite un chiffre, je crois, dans mon livre, vous avez en 5 ou 6 mois, en 1918, vous avez déjà des milliers de prisonniers dans les goulags, des centaines et des centaines d'assassinats, alors que le régime tsariste, je cite un autre chiffre également dans mon livre, en 90 ans, n'a mis en prison qu'environ 6000 personnes, et sur ces 6000 personnes condamnées à mort, il y en a la moitié n'ont pas été exécutées. Enfin bon, voilà, on peut pas... Le communisme, Lénine a inventé le totalitarisme. C'est Stéphane Courtois qui le dit dans sa prodigieuse biographie de Lénine. Lénine, l'inventeur du totalitarisme. C'est le titre de son livre. Lénine met en place des concepts qu'on ne connaissait pas avant, c'est-à-dire une armée de militants de fer, embrigadés, des permanents, qui ont fait la révolution en Russie grâce à la Première Guerre mondiale. Oui, il a ancré en fait l'esprit révolutionnaire dans le concret. Mais en fait, d'où venait cet esprit révolutionnaire dont il s'est inspiré ? Cet esprit révolutionnaire, l'histoire... Est-ce que ça remonte seulement à la Révolution française, à la terreur de Robespierre ? Pas forcément, puisqu'il y a eu déjà des totalitarismes précédemment dans l'histoire, mais pas à ce niveau-là. Et vous avez un auteur allemand, un grand historien allemand qui est très décrié, mais que je considère comme un très grand historien allemand, qui s'appelle Ernst Nolte, qui a écrit en disant... Si le fascisme italien et le nazisme allemand ont existé, c'est en réaction au totalitarisme bolchevique. Et sans le totalitarisme bolchevique, il n'y aurait pas eu ni le fascisme italien, qui était un totalitarisme plus doux, mais surtout le nazisme allemand. Et ça, j'y crois beaucoup à cette thèse. Alors, évidemment... Après la Seconde Guerre mondiale, le communisme bénéficie de l'appui de nombreux intellectuels en France. On peut citer Sartre, même déjà Malraux, avant la Deuxième Guerre exactement, ou encore Aragon. Pourquoi ont-ils soutenu à ce point le communisme ? N'avaient-ils pas lu, vu, entendu ce qui se passait en URSS à cette époque-là déjà ? Vous avez un auteur qu'il faut absolument avoir lu, qui est François Furet, qui a écrit Le passé d'une illusion et qui l'explique parfaitement. Il dit que c'est le grand aveuglement. Le grand aveuglement. Et vous avez la Ligue des droits de l'homme, par exemple, qui dès 1919 est complètement aveuglée par le totalitarisme bolchevique au nom de la Révolution française. Mais est-ce que c'était un aveuglement idéologique ou est-ce qu'il s'agissait de gens corrompus qui avaient pris un chèque et puis ça leur suffisait pour mentir ? C'était un aveuglement idéologique. Et en plus, il y avait bien sûr l'argent de Moscou qui affluait, mais il y avait les deux. Mais c'était surtout un aveuglement idéologique, et vous avez toute la gauche, une grande partie de la gauche française, et notamment le président de la Ligue des droits de l'homme, Victor Bache, qui dit, mais la Révolution française aussi a assassiné plein d'innocents. Donc assassiner des innocents pour faire le bonheur de l'humanité, c'est le grand principe et de la Révolution française et du communisme bolchevique. Le mal par le bien, pour le bien. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a quand même des intellectuels, français ou étrangers, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, qui se sont insurgés pour dénoncer le communisme ? Bien avant la Deuxième Guerre mondiale, vous avez, avant la Deuxième Guerre mondiale, vous avez un auteur conséquent qui est André Gide. André Gide qui s'était abreuvé au communisme dans les années 30 et qui était complètement communiste, va à Moscou en 1936 avec des amis pour voir un peu ce qui se passait. Il était invité par les soviétiques, donc il y va vraiment dans un esprit tout à fait libre, et il revient fin 36, il fait un bouquin qui s'appelle Retour du RSS, où il fustige le communisme soviétique. Il va en rajouter une couche avec Retour du RSS, mais vous avez aussi un autre auteur, bien avant, en 1925, Henri Béraud. Henri Béraud, qui est d'ailleurs, que mon ami Francis Bergeron, qui a préfacé mon livre, connaît très bien, puisqu'il a écrit beaucoup de livres. Une biographie sur lui, chez Du Alpha d'ailleurs aussi, je crois. Oui, dans la collection Qui suis-je, sur Henri Béraud. Henri Béraud, en 1925, qui est de gauche,
qui est un grand ami de Paul Vaillant-Couturier, va en Russie pour son journal, et il revient, il faisant un livre « Choses vécues à Moscou » en 1925, où il fustige le communisme russe en disant « mais jamais en France on pourrait accepter ça. Les ouvriers, la manière dont les ouvriers sont traités, jamais en France on pourrait accepter ça. » Donc vous avez énormément d'auteurs Boris Souvarine, qui était un communiste français d'importance, qui avait connu Staline, qui avait connu Lénine, et qui en 1935 fait une biographie contre Staline. Voilà. Vous avez plein, et puis vous citez aussi la figure de cette femme, une Allemande, mariée avec un des principaux chefs du Parti communiste allemand, Margaret Buber-Neumann. Oui. C'est quoi son histoire à elle ? Son histoire est très symptomatique de cette période. Des années 20. Des années 20 et 30. C'est une communiste allemande pure et dure. Elle va se marier avec deux dirigeants, enfin successivement. Elle va se marier avec un premier dirigeant du Parti communiste allemand, elle va divorcer. Elle va se marier avec un deuxième dirigeant du Parti communiste allemand. En 1933, quand Hitler prend le pouvoir, elle part en Russie avec son mari. Le mari est mis immédiatement dans un goulag et va être tué immédiatement. Et elle va partir dans les goulags. En 1939, lorsque la Russie lorsque l'URSS, avec le pacte germano-soviétique, envahit la partie nord de la Pologne, Staline va remettre aux Allemands, aux nazis, à la Gestapo, des tas de communistes allemands qui étaient emprisonnés dans les goulags, dont Barbara Buber-Neumann, qui va connaître donc les deux systèmes concentrationnaires et qui va venir à Paris en 1949, au moment du procès que Kravchenko, un dissident communiste, un dissident soviétique, fait aux lettres françaises qui l'ont diffamé. Elle va venir dire au tribunal en 1949 que les camps de concentration soviétiques étaient pires que les camps de concentration allemands, ce qui va jeter un effroi considérable dans le Paris et la France communiste de l'époque, puisque intellectuellement, les communistes tenaient tout à ce moment-là. C'était le parti le plus important de France, et toute l'université, tous les journaux, toute l'édition était quasiment tenue par les communistes français à ce moment-là. Le parti communiste en France est quasiment une exception en Europe. Je crois que on est l'un des seuls pays à avoir un parti qui se revendique autant du communisme. Comment vous l'expliquez ? Je l'explique pour deux raisons. Et j'en avais parlé avec Stéphane Courtois, que je connais, que j'ai rencontré ici et là. Il a une explication qui est à mon avis très importante. Il dit, d'abord, c'est la Révolution française. La terreur de la Révolution française. Mais justement, ça aurait dû nous vacciner, non ? Non, ça ne nous a pas vaccinés du tout. Au contraire, on a transformé tout ça en une aura extraordinaire. Et puis, les pays de l'Est, tous nos pays voisins de l'Est ont connu, eux, le communisme. Ils ont vécu le communisme, ils ont connu le joug du communisme. Et nous, en France, on n'a pas vécu, en fait, ça. On n'a eu que les idées communistes. Et donc, c'est ce qui permet que le Parti communiste français perdure encore aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de néo-nazis en Allemagne, je crois. Il y en a même je ne sais même pas s'il y en a beaucoup. Oui, il y en a. Oui. Alors, à l'inverse du nazisme, avec le procès de Nuremberg qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, le communisme n'a jamais officiellement été condamné. Pourquoi cette impasse, selon vous ? Alors, Alain Besançon, dans un ouvrage, un petit opuscule qu'il a publié en 1998, que je cite dans mon épilogue, le dit clairement. Il dit qu'il y a eu plusieurs raisons. D'abord, le nazisme n'a duré que 12 ans, alors que le communisme européen a duré 70 ans, et dans certains pays, il continue encore. Ensuite, les autorités juives ont fait un travail considérable pour dénoncer la Shoah, alors que par exemple l'Holodomor, la Shoah soviétique qui a coûté à l'Ukraine plus de 5 millions de morts par la famine organisée est très peu connue, et Alain Besançon cite des auteurs qui disent on en parle à nos étudiants, ils connaissent pas l'Holodomor. Mais pourquoi les victimes du communisme n'ont-elles pas le même poids que les victimes de la Shoah pour dénoncer la Shoah ? Parce que le communisme, c'est une idéologie qui se veut être dans le camp du bien contre le camp du mal. Et quand Stéphane Courtois... les nazis, je pense, ils avaient aussi une idée du bien, ils pensaient faire le bien, j'imagine, aussi. Ouais. Quand Stéphane Courtois a sorti son livre sur le livre noir du communisme en 1997, il y avait une émission de télévision où il y avait notamment Robert Hue.
qui était à l'époque le secrétaire général du Parti communiste PCF, français. Et à un moment donné, Robert Hue lance à... Il y avait Jean-François Revel aussi, à Stéphane Courtois, il dit oui, mais le nazisme, il faisait le mal. Au nom du mal, alors que le communisme voulait faire le bien. Et Jean-François Revel a répondu automatiquement, mais c'est encore pire. Vouloir faire le bien en tuant les gens, voilà. Le communisme, voilà ce que c'est que le communisme. Donc il a encore cette aura considérable, et on l'a bien vu lors des dernières élections législatives, avec des hommes de droite que j'ai cités tout à l'heure, qui viennent apporter leur soutien à des communistes ou à des LFistes ou à des gauchistes révolutionnaires. En France, comme Édouard Philippe, qui avait été à l'Humanité, voilà, à la fête de l'Humanité, et qui tapait sur l'épaule de Fabien Roussel, voilà. Ou comme aux dernières élections législatives, au Havre, il a apporté son soutien à un candidat communiste. Vladimir Poutine refuse, lui encore, de condamner les horreurs du communisme. Pourquoi, selon vous ? Parce que Vladimir Poutine veut tenir son pays et qu'il érige dans toute la Russie des statues de Staline. Mais vous savez, le mensonge communiste, c'est... Il veut pas faire la table rase de l'histoire de son propre pays, peut-être aussi ? Ou est-ce qu'il a, dans son passé, on le sait, il a travaillé à la mairie de Saint-Pétersbourg, qui était sous le régime communiste. Il a surtout commencé comme KGBiste en Allemagne de l'Est, à l'époque. À Dresde, il était membre du KGB à Dresde, en Allemagne de l'Est. Donc, en fait, c'est resté un communiste, Poutine. Et donc, et effectivement, s'il met à bas toute l'histoire communiste de l'URSS, son pouvoir va en prendre un coup. Le Parti communiste est encore à l'œuvre dans de nombreux pays, le Venezuela, Cuba, la Chine, malgré son ralliement à l'OMC, c'était au début du XXIe siècle, la Corée du Nord, le Vietnam, le Laos, l'Érythrée. Comment les populations vivent-elles dans ces pays aujourd'hui ? Elles vivent très mal. Je cite notamment des articles de la presse française actuellement sur Cuba, par exemple. Cuba, c'est un drame total. Des millions de Cubains sont partis. Ceux qui restent souffrent la faim, souffrent le martyre. Au Venezuela de Maduro, c'est exactement pareil. Le PNB vénézuélien a chuté depuis l'accession de Chavez en 2013. Et ce que je voudrais dire, c'est que le Conseil de l'Europe, en 2006, a condamné le communisme dans une pétition. Il a condamné le communisme et les députés, le Parti communiste français a refusé de s'associer à cette pétition. En 2013, le Parlement français a condamné les crimes du communisme. Pareil, les députés communistes et les députés LFistes ont refusé de voter cette motion. Ils continuent toujours aujourd'hui à nier les crimes du communisme. Donc, le passé pour eux n'est pas reconnu du tout. Justement, vous citez le président Maduro, son prédécesseur, l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez, à sa mort, avait été salué par ses partenaires comme un homme, je cite, en lutte contre les puissances d'argent et de l'impérialisme. Est-ce que le communisme est un impérialisme selon vous ou pas ? Le communisme est un impérialisme et un universalisme. C'est d'ailleurs ce qui le distingue du nazisme, qui n'est pas un universalisme et qui n'est pas un impérialisme au sens du communisme. Oui, tout le monde n'a pas la chance dans le nazisme d'appartenir à la race des seigneurs. Exactement, exactement. Comment définiriez-vous l'impérialisme en référence à ce qu'est le communisme ? Vouloir conquérir le monde entier. Et c'est ce qu'a voulu faire le communisme. Staline n'avait pas l'intention de conquérir. Enfin, il y a deux conceptions du communisme. Il y a le trotskisme et le stalinisme. Et Staline ne voulait, contrairement à Trotsky, pas convertir le monde entier forcément à sa doctrine. Oui, ça a été à un moment donné. C'est à un moment donné, mais si vous regardez l'histoire récente, en 1975-1980, lorsque notamment l'Union soviétique a envahi l'Afghanistan, elle régnait sur quasiment la moitié du monde. Est-ce que peut-être vous pouvez nous rappeler, les soviétiques sont arrivés donc au pouvoir avec cette révolution en octobre 1917, d'où venaient les fonds qui leur ont permis de faire ce qu'ils ont fait ? L'Empire allemand, qui avait tout intérêt à déstabiliser la Russie
pour ne plus avoir à combattre à l'Est et à se concentrer sur l'Ouest, à financer de manière très importante Lénine et le parti bolchevique. Mais vous avez aussi des Américains, des banques américaines, qui par messianisme... La banque Kuhn et Loeb, par exemple, Anthony Sutton en a fait toute une enquête. Et dans les années 20, les pouvoirs publics américains ont énormément financé la Russie soviétique, et pendant la Deuxième Guerre mondiale, Staline n'aurait jamais vaincu l'Allemagne nazie et la Wehrmacht sans l'aide considérable de Roosevelt avec son fameux pré-bail qui a fourni des tonnes de matériel, de vivres à l'Union soviétique. Et vous avez un auteur comme Olivier Vievorka qui vient de faire un bouquin considérable sur la Seconde Guerre mondiale qui en parle de manière abondante. La désinformation autour du Parti communiste français, c'est à retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. C'est édité chez Du Alpha. Merci Michel Festivi. Merci à vous.